Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Questions d'actu qui accompagne les événements avec les débats politiques que nous proposons chaque semaine depuis le début du Hirak. Alors ce soir, l'actualité est chargée, les événements s'accélèrent aussi bien sur le plan politique que juridique, notamment avec la convocation par la justice de l'ancien Premier ministre Ahmadou Yahya, l'actuel ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Loukal, l'arrestation des frères Kouninef et l'homme d'affaires Issa Darbrab, la tenue de la conférence nationale proposée par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah dans une salle presque vide et en l'absence des principales formations politiques. C'est donc les événements que nous allons essayer de décrypter ce soir avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de Monsieur Mohamed Balhi. Vous êtes journaliste. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. À vos côtés, Maître Farouk Santeni, vous êtes avocat. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et également avec nous, Dr Cherif Driss, vous êtes politologue. Merci d'être avec nous ce soir. Bon. Et je commencerai avec vous, Maître Farouk Santeni. Donc, la justice ou les affaires de justice qui caractérisent un peu les événements que nous vivons depuis pratiquement 2 jours ou 3 jours, notamment, comme je le disais dans l'introduction, la convocation par la justice de l'ancien Premier ministre Ahmadou Yahya et l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. Quelle lecture faites-vous de ces événements, pour commencer ? Ben écoutez, la première lecture, et celle qui s'impose d'elle-même, à mon sens, c'est que la justice est en train de recouvrer son indépendance dans toute l'acception du terme. De telles procédures, de telles interpellations, de telles convocations étaient inconcevables il y a 6 mois. On ne pouvait même pas les concevoir. Les choses ont changé, et changé d'une manière substantielle, dont il faut se féliciter. Parce que la justice, ce n'est pas simplement le pouvoir judiciaire. La justice, c'est une autorité. Quand cette autorité se met en mouvement, pour jouer son rôle, parce qu'elle a ceci de particulier, c'est qu'elle peut s'autosaisir. Sur la base de la clameur publique, simplement. Il n'est pas nécessaire qu'on lui construise ou qu'on édifie, on lui destine un dossier préalable. Sur la simple clameur publique, elle peut convoquer quelqu'un, quel que soit son rang, et l'auditionner. C'est ce qui se passe. Eh bien, je me réjouis de voir la justice se réveiller, se mettre en branle et assurer la mission constitutionnelle qui est la sienne. Dans le cadre de la légalité. Parce qu'il faut veiller à ce que les choses ne débordent pas. Et il faut absolument éviter que l'on puisse songer à un quelconque règlement de compte. Ce serait vraiment contraire à la justice. Ce serait vraiment contraire à la justice. Règlement de compte, la justice, c'est quoi? La justice, c'est l'application de la loi. Et ne pensez-vous pas que peut-être on peut penser à des règlements de compte? On peut y penser. On peut y penser. Les choses peuvent dériver, peuvent se dévoyer par elles-mêmes. Mais il faut éviter ça. Il faut compter sur l'honnêteté intellectuelle des magistrats, leur perspicacité, leur sens du devoir et celui de l'observation stricte de la loi pour que ces dossiers, si dossier il y a, parce que cela ne veut rien dire, une convocation par elle-même ne veut strictement rien dire. Ne présage pas ou ne présume pas une quelconque inculpation. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire confiance à ces magistrats qui vont gérer ces dossiers en toute conscience, dans le cadre de la stricte légalité, de façon à ce que la justice, la loi, soit appliquée strictement dans un sens ou dans l'autre. Aussi bien innocenter ces personnes qui ont été convoquées, ou bien emporter leur condamnation si tant est qu'il est démontré à leur égard une quelconque faute pénale ou civile. Donc il faut se réjouir que cette institution se mette à jouer son rôle. Alors techniquement on a beaucoup dit, cette convocation a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur donc le plan juridique, concernant la juridiction compétente qui a justement les prérogatives de juger un ancien Premier ministre. La juridiction compétente, c'est manifestement la Cour suprême. Mais cela n'empêche pas le procureur de la République d'auditionner ou d'entendre les personnes qu'il a convoquées, les entendre à titre de témoins. Ensuite, transmettre le dossier par la voie hiérarchique au procureur général de la Cour suprême, lequel va confier le dossier à un juge d'instruction,
Et ensuite, une chambre spéciale qui jouera le rôle de la chambre d'accusation, et éventuellement un renvoi, soit devant le tribunal criminel, soit devant le tribunal correctionnel. Ça, c'est la procédure légale. Mais il n'y a rien d'illégal de voir un procureur de la République ou un juge d'instruction, je ne sais pas de qui vient cette convocation, entendre les personnes qu'il a convoquées en qualité de témoin. Cela se fait quotidiennement, couramment, et c'est tout à fait légal. Ensuite, la gestion du dossier et la compétence matérielle, si vous voulez, à juger, à traiter de cette affaire, revient à la Cour suprême. Ça, c'est écrit en toutes lettres dans le Code de procédure pénale. Alors, je vous proposerai la même question, Mohamed Belhi, concernant ces événements qui s'accélèrent, notamment sur le plan juridique. Alors, juste pour ce qui concerne la justice, il ne faut pas encore trop rêver à propos de l'indépendance de la justice. Même dans les démocraties avancées, il n'y a pas une justice indépendante. Cela étant... On a parlé de séparation des pouvoirs. Cela étant, ce qui est intéressant en Algérie, il faut que, ce que dit Serksanteni, c'est qu'il faut que la justice reprenne ou bien retrouve des leviers de commande pour qu'il n'y ait plus d'impunité. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à corruption massive, il faut des sanctions massives. Il y a un dicton, c'est clair. Et cette impunité, à un moment donné, est devenue une culture au sein de l'État. C'est des zma'am. C'est ça qui est terrible. Maintenant, il faut éviter, chez les gens, ça nous rappelle un peu au début des années 90-91 précisément, parce qu'on s'était inspiré un peu du modèle iranien, où on avait commencé à dresser des potences. Ça, c'est un danger. En même temps, il faut éviter aussi le risque des règlements de compte. Mais en même temps, il faut que les gens rendent compte. Ce que disait d'ailleurs Miloud Brahimi, à un moment donné, le maître Miloud Brahimi. Voilà à peu près le débat, c'est un débat de fond. Il faut que la justice reprenne sa place et éviter les Mais est-ce qu'on peut concevoir un Hirak sans une dimension judiciaire? Là est la question. Mais dans le Hirak, il y a de tout. Il y a des politologues, il y a des juristes, il y a des constitutionnalistes. Comment retrouver, comment faire en sorte que ce Hirak puisse avoir... D'abord, il faut qu'il retrouve une consistance. Il faut qu'on désigne des gens, parce que pour l'instant, c'est une masse. C'est une masse et elle effraie. C'est comme un torrent impétueux. C'est un fleuve. Il y a 20 millions de personnes. Il faut que ce Hirak désigne ses représentants pour qu'ils puissent devenir un vis-à-vis du régime actuel. Et comment passer de l'ancien régime, on n'est pas encore sorti de l'ancien régime, au nouveau régime. C'est une transition qu'il faut faire. Mais je voulais dire que ce Hirak aussi désigne des symboles, ce qu'on a dit, des gens qu'on accuse d'être à l'origine de plusieurs affaires de corruption. Oui, c'est pour ça que c'est à la justice de jouer pleinement son rôle. Parce que maintenant, si c'est n'importe qui qui joue le rôle de magistrat, ou bien on reprend des fake news, des vidéos non identifiées, ça devient très dangereux. Parce que n'importe qui peut maintenant, tu fais un d'une voiture, quelqu'un qui l'a volé, un d'une villa, il a volé. Non, au contraire. Il y a un travail pédagogique à mener. D'abord, réconforter les gens, surtout les investisseurs, dans leur démarche pour dire que c'est pas un règlement de compte pour tout le monde. Parce que c'est ça, sinon tu vas avoir des gens qui vont quitter le pays, il va y avoir des fuites de capitaux. Il faut qu'il y ait une justice claire, nette, et surtout pas de règlement de compte, parce que si c'est un clan contre un autre clan, là on va aboutir à des dérives très graves. Alors, Cheikh Driss, peut-on dire que la notion de justiciable s'applique désormais à tout le monde aujourd'hui? Enfin, c'est-à-dire que nous sommes devant un mouvement de masse, un mouvement qui s'étale dans la durée et qui s'étend de façon géographique. Il est tout à fait naturel qu'à travers les revendications formulées par les Algériens tout au long de ces 9 semaines, on en parle de la nécessité que certaines personnes qui ont occupé des responsabilités et qui sont accusées, je dis bien accusées d'avoir contribué à la crise dans laquelle nous nous retrouvons, puissent rendre des comptes. Et quand on actionne la justice, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation un petit peu paradoxale, mais plutôt compliquée. À savoir que, premier élément, c'est que la justice, on l'a actionnée par une force qui n'a pas l'autorité de le demander. Le chef d'état-major des forces armées, quand il a parlé de la nécessité de rouvrir certains dossiers,
constitutionnellement parlant, il n'est pas dans la position de le demander. C'est-à-dire que là, on risque de tomber dans une sorte un petit peu d'une instrumentalisation politique de la justice. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est qu'on risque de tomber dans le même travers qu'il y a quelques années de cela. Les médias ont innocenté certains et on en condamné d'autres. Ces personnes qui ont été citées aujourd'hui, pour l'instant, ce ne sont que des suspects, ce ne sont pas des prévenus. D'un point de vue de la justice, il y a ce qu'on appelle la présomption. Permettez-moi de vous interrompre. Certains vous diront que le chef d'état-major, à travers le communiqué, répond aussi à une aspiration populaire. Certes, c'est-à-dire qu'on n'est pas là d'interroger, de remettre en cause ce qu'on appelle la bonne foi et sa sincérité. Non, loin de là. Mais le fait est que quand on parle de justice, quand on parle de transition démocratique, de réforme politique, on parle d'un état de droit. Le risque, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation, comme les messieurs l'avaient si bien déclaré, c'est d'éviter les règlements de compte. On n'en est pas dans une sorte de justice transitionnelle, laquelle est une modalité qui nécessite certaines conditions, une certaine temporalité. Certains disent qu'il faudrait l'enclencher une fois que le processus de transition soit consolidé. D'autres disent qu'il faut la commencer auparavant. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de ces personnes-là, et forcément, il y en a d'autres qui sont dans la liste. Et on en parle, les médias en parlent souvent que certaines personnes, des dizaines, voire des centaines, qui sont frappées d'une ISTN. Donc, si on doit convoquer que la justice, si on doit permettre à la justice de faire son travail, qui est un élément fondamental pour parler d'un nouvel état d'esprit, d'une indépendance de la justice et de parler de l'état de droit. Et cet état de droit requiert, au-delà de l'aspect juridique, de l'aspect pénal, c'est une question d'éthique. Si on commence par des règlements de compte, si on laisse les médias condamner certains et innocenter certains, je crois qu'on risque de donner un mauvais départ. Et à un moment donné, on risque de tomber dans certains travaux d'une politisation à rebours de la justice. Nous n'oublions pas, il y a un élément qui est très important, et là je parle sous le contrôle de Maître Centrelli, c'est qu'en 2015, me semble-t-il, en 2014, le Parlement avait adopté une loi par rapport, c'est-à-dire que le parquet ne peut pas s'autosaisir. Il faudrait, quand il y a des affaires de détournement, de corruption, de délapidation, il faut que la structure en elle-même, une entreprise, un ministère, saisisse. S'il n'y a pas une saisie de la part, le parquet ne peut pas s'autosaisir. Ce qui a handicapé un petit peu le travail des parquets. Donc, vous mettez en garde contre une justice de règlement de compte. Tout à fait. C'est-à-dire que, et pas que. Déjà, le problème qui va se poser, c'est que la liste se réduit-elle à quelques individus qui ont été cités, ou plutôt qui sont la cible de slogans entonnés par les gens qui manifestent, ou bien la liste elle est plus longue, c'est-à-dire qu'il faudrait déterminer quels seraient les responsables. Et c'est un travail considérable pour la justice. Deuxième élément, le risque, c'est de dire en fait que la transition, le processus de réforme politique se réduit in fine à condamner certains et à en épargner d'autres. Et on risque d'aller vers des manœuvres dilatoires, des manœuvres de détourner un petit peu la vraie question qui est une transformation du régime et ce qu'on appelle des réformes politiques plus sérieuses, avec une consistance, avec un contenu, d'aller vers un vrai état de droit. Donc là, à mon sens, c'est que pour l'instant, il est trop tôt pour savoir quels en seraient les aboutissants de tout ce processus. Bien entendu, ces personnes-là, il y a la présomption d'innocence, ce ne sont que des suspects. Et le plus important, c'est de laisser la justice faire son travail et que ce soit une justice à ce qu'on appelle à double standard. C'est-à-dire qu'on jette en pâture quelques individus et on épargne d'autres. Donc, si j'ai bien compris, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le fait de médiatiser tout ça? Non, la médiatisation, c'est quelque chose allant de soi, c'est tout à fait naturel. Les médias doivent faire leur travail. Bien au contraire, il faudrait encourager les médias à faire leur travail. Cependant, il faut faire la part des choses entre faire son travail de façon professionnelle et construire médiatiquement le coupable idéal.
Cela s'est passé il y a quelques années, c'est-à-dire on en a construit un coupable idéal en la personne de l'ancien ministre Chakib Khalil, et par la suite on en a fait l'innocent, la victime idéale. Donc je crois qu'il faudrait, et là c'est le gros travail que le média doit faire, c'est de faire la part des choses, c'est-à-dire que de se montrer très professionnel et faire très attention à l'usage de certains termes. La personne, quand elle est suspecte, elle n'est pas prévenue, il y a la différence entre un mandat d'arrêt et un mandat de dépôt. Quelque part, on est arrivé à ce que la personne soit condamnée alors qu'elle a uniquement été entendue par le juge. Les médias, c'est leur travail, il faudrait les laisser notamment permettre aux journalistes d'accéder aux sources de l'information. Et après, c'est le travail, ce qu'on appelle des instances de régulation. Il s'agit, dans le cas d'espèce de la RAF, de faire son travail de gendarme, de réguler un petit peu certains contenus et la manière de les présenter. Alors, Maître Farouk Santene, entre les revendications populaires et la consommation médiatique, que doit faire la justice dans ce cas-là? Ben, écoutez, le rôle du journalisme, de la presse, c'est d'informer et non pas de rendre des jugements médiatiques. Des jugements, des condamnations médiatiques comme ça, qui portent préjudice aux intéressés. La justice doit faire la part des choses. Elle doit procéder à des investigations, ensuite déférer les intéressés devant le juge du fond qui doit trancher sur la culpabilité et trancher sur la peine ou l'innocence des intéressés. Donc le travail, il est séparé, il est clair, il est visible et on peut pas faire de confusion. Malheureusement, l'expérience nous a montré que souvent, des personnalités, des gens ont été victimes de jugements médiatiques prématurés et intempestifs. Des journalistes qui ne connaissaient ni le droit, ni le dossier, et qui pourtant se sont permis de condamner et de traîner dans la boue certaines personnes. Ça, il faut absolument l'éviter, parce que d'abord, c'est injuste, ensuite, c'est réprimé par la loi, parce que la loi protège le citoyen dans sa liberté et dans sa dignité. Ensuite, c'est contre-productif. C'est contre-productif. La justice, c'est pas quelque chose de dérisoire avec laquelle on peut s'amuser. La justice, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. D'extrêmement sérieux. Il faut la laisser aux magistrats, il faut la laisser aux professionnels, il faut la laisser au code de procédure et à la loi elle-même, qui doivent être appliquées avec toute la clairvoyance nécessaire. Donc c'est comme ça qu'on évitera les drames, qu'on évitera des erreurs et qu'on évitera de nous ridiculiser nous-mêmes, parce que, là je vais faire une petite digression, allez-y. Nous avons eu malheureusement à vivre le procès Khalifa Bank, qui a duré plus de 10 ans. Ce procès n'a rien rapporté à l'État, n'a rien rapporté au Trésor. Absolument rien, et a discrédité sur le plan bancaire et sur le plan international l'Algérie d'une manière incroyable. On s'est discrédité pour rien du tout. Et les vrais coupables dans cette affaire de Khalifa Bank, ils sont chez eux, et on n'a puni que les lampistes, malheureusement. Donc il faut éviter de refaire cette erreur qui a été faite, cette faute qui a été faite à l'occasion du procès Khalifa, de façon à ce que si des gens ont détourné, si des gens se sont illicitement... Les conditions sont les mêmes, Maître Farouk Santene? Ben oui, sont les mêmes. C'est le même système. C'est le même système. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le même système, Mohamed Belhili? Et un préjudice... Pratiquement, dans la durée, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes acteurs qui sont à l'origine de cette prédation, pratiquement. Non, je vous dirais qu'il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas la pression du Hirak aussi, pendant le procès Khalifa. Oui, mais la corruption, elle était devenue... Parce que la conjoncture est la même, elle n'est pas la même. Mais je parle du système en tant que pratique, et surtout par rapport aux hommes qui sont à l'origine de ce système. Ils sont toujours là. Même si là, ils sont en train de partir à un, mais ils sont toujours là. C'est-à-dire ce segment dans l'État, il est toujours là. Mafieux, rentier, il est toujours là. Pour revenir à propos de règlement de compte, la même question s'est posée quand il y a eu l'avènement de Poutine en 2000. Il a voulu se débarrasser des 7 oligarques qui étaient à l'origine de... Les 7 banquiers, oui. Les 7 oligarques, pratiquement. Ils avaient amassé des fortunes colossales. Ils ont profité pratiquement des faiblesses d'Eltsine. Et enfin, on lui avait reproché d'épargner d'autres oligarques. C'est le même problème qui se pose actuellement.
il faut qu'il y ait oui, mais est-ce que la équité, Russie... justement. je vous posais la question, Voilà. est-ce que la Russie de Boris Yeltsin ressemble à la Russie de Poutine? Mais dans ce système pratiquement imprégné de corruption massive, pratiquement on est proche de la Russie. Pratiquement c'est le même comportement. Parce qu'il y a le pétrole, il y a le gaz, et c'est un peu avec Khalil. On est dans la même situation. Hein. Il y a beaucoup de ressemblances avec la Russie, dans certains aspects. Enfin, c'est-à-dire, pour rebondir un petit peu de ce qui a été dit par M. Belhi, pour la Russie, c'est un cas assez particulier, même s'il y a des éléments de similitude entre la Russie et l'Algérie. C'est que pendant les années 90, pendant l'ère Yeltsin, on a assisté à une certaine colonisation mafieuse de l'État. C'est-à-dire qu'une captation, c'est-à-dire une prédation systématique et accélérée de l'État à tel enseigne que le pouvoir de l'argent s'est transformé en un pouvoir politique. Une plutocratie, tout simplement. Une plutocratie, c'est-à-dire qu'une plutocratie, une kleptocratie. Avec la complicité de l'Occident. C'est-à-dire quand on parle de corruption, il y a aussi corrupteur. C'est le même cas ici, et ça relève même de la sécurité nationale. Oui, c'est-à-dire que c'est devenu un danger qui menaçait l'État à tel enseigne quand le Poutine, au-delà de Poutine, c'était avant lui, c'est Yevgeny Primakov qui était Premier ministre, c'est le retour du KGB, les services secrets qui ont repris les choses en main. Ils sont arrivés à la conclusion que la gestion de Yeltsin constituait un danger pour la sécurité nationale et pour la stature internationale de la Russie. Il fallait, au gros mot, des remèdes de choc. Dans les grands oligarques tels que Berezovsky, qui était l'un des hommes forts, l'un des conseillers, notamment le patron du Conseil de sécurité en Russie, il a fallu des décisions très courageuses et faire en sorte que le KGB renverse le rapport de force au sein de la structure décisionnelle au sein de l'État. Ça lui a permis un petit peu de faire le nettoyage et d'imposer un nouvel ordre politique qui a permis de limiter l'influence des KGB, pardon, pas du KGB, mais de ces oligarques, et certains ont été, tels que Khodorkovsky, qui a été envoyé carrément en prison. Quid de l'Algérie maintenant? C'est qu'en fait, là, quand on parle, c'est vrai que la situation, elle est différente. La situation, dans le contexte dans lequel l'affaire Khalifa a été jugée, n'est pas le même. Il y a le Hirak. Le Hirak, c'est-à-dire que le mouvement populaire, ce mouvement populaire, c'est quelque chose de très positif, de très inédit. Il pourrait être un catalyseur pour aller vers plus d'indépendance pour la justice et plus de latitude pour les magistrats. Cependant, il y a le revers de la médaille, c'est que la pression qui vient de Hirak de demander Yithasbouga, on en arrive parfois que les magistrats, au lieu de rendre un jugement de façon impartiale et juste, on arrive à faire parler les émotions. Là, je crois qu'il y a un travail qui devrait être fait. La première des choses, c'est donner plus d'autorité aux juges. Faire sauter la loi qui a été adoptée par le Parlement en 2015 qui permet au parquet de s'autosaisir. C'est-à-dire que c'est une loi qui a ouvert un grand boulevard à la prédation, à la corruption et à la dilapidation. Depuis que cette loi a été adoptée, on a pensé qu'il fallait protéger les citoyens parce qu'il y a eu les dénonciations anonymes avec toutes les dérives que cela a provoqué. Mais au lieu de prendre des mesures très concrètes, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en fait, cette loi qui a été adoptée, au lieu de corriger un travers, elle en a créé d'autres travers et encore plus dangereux parce que depuis que cette loi a été adoptée, les mouvements de corruption, de détournement, d'évasion se sont accélérés. Là, il faudrait assainir un petit peu, préparer le terrain, assainir un petit peu certaines lois, dont cette loi qui devrait être abrogée, et donner plus de latitude aux magistrats qui font leur travail, parce que même les magistrats, il y a des instances qui les surveillent. Si un magistrat fait un travail, c'est-à-dire qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature il y a des mesures disciplinaires qui sont imposées. Là, je crois qu'on est dans une situation, devant un tournant très important dans lequel la justice devrait jouer un rôle prépondérable. La justice et la presse. Bien entendu. C'est-à-dire permettre à la presse de pouvoir faire de l'investigation. Parce qu'actuellement, il y a certains sites électroniques ou bien des journaux qui font dans l'investigation partielle et où là, il y a beaucoup de manipulation. Oui. Là, permettre surtout ouvrir des sources pour qu'il n'y ait pas seulement, à un moment donné, c'était le DRS ou bien les services de sécurité qui faisaient des enquêtes, l'affaire Sonatrach, etc. Mais permettre surtout à la justice et à la presse
Ce sont les deux piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour combattre cette impunité et combattre cette corruption massive. Alors, Maître Farouk Santini, alors le fait que ce mouvement de l'appareil judiciaire, donc à travers toutes ces convocations et les arrestations, le fait que donc l'appareil judiciaire réponde à l'appel de l'état-major de l'armée, est-ce que cela pose problème? Non, à mon avis, ça ne pose pas un problème particulier, parce que finalement, ils agissent en toute légalité. Cela aurait posé un problème s'ils agissaient en dehors de la légalité. Ils agissent le plus légalement du monde. Et ils n'ont pas reçu, à proprement parler, une injonction du chef des armées. Il leur a rappelé simplement leurs prérogatives. Simplement, et il les a rassurés, parce que avant, c'était des magistrats qui vivaient un peu sous la crainte de leur hiérarchie. Donc, ils se sont libérés. Et tant mieux, et tant mieux. Mais pour rejoindre ce qui vient d'être dit à l'instant, il y a quand même un danger important. Cela est repris par un adage très connu en droit. Lorsque l'opinion publique rentre dans un palais de justice, la justice en sort. Il ne faut absolument pas, il faut se méfier de ces mouvements, de ces appels, même formulés par le hirak. Il faut s'en méfier, il faut le prendre avec beaucoup de prudence pour ne pas céder à l'émotion, pour ne pas céder à la réaction épidermique et à des condamnations souvent injustifiées. Donc les magistrats sont appelés à faire un travail extrêmement délicat, extrêmement difficile en même temps. Extrêmement délicat, extrêmement difficile, mais qui est attendu, parce que si on veut assainir la situation, on est obligé de passer par l'institution judiciaire, on est obligé de passer par les magistrats. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. On ne peut pas faire autrement. Mais faut-il revoir justement cet ordre judiciaire, d'autant plus qu'il fait lui aussi partie d'un système que le hirak revendique son départ? Oui, ben bien sûr. Écoutez, les choses se sont tellement détériorées. Et moi, malheureusement, je l'ai vécu pendant des années. Elles sont tellement détériorées au niveau de l'institution judiciaire que les magistrats sont arrivés à se comporter comme des domestiques. Or, un magistrat, c'est tout sauf un domestique. Un magistrat, c'est quelqu'un dont le statut est particulier et qui ne doit obéir qu'à sa conscience et qu'à la loi. Malheureusement, l'expérience nous a montré que les magistrats, ils étaient tellement tenus en laisse, ils étaient tellement bridés qu'ils ont fini par se comporter comme des domestiques et servir la soupe à leur hiérarchie. Ça a donné ce que ça a donné. Et ça a donné ce que ça a donné, des erreurs tragiques, des jugements intempestifs, des jugements injustifiés, injustes. Et les choses ne se sont pas améliorées avec le temps, bien au contraire. Donc, il y a un souffle nouveau qui vient de se manifester. Espérons que les choses vont se remettre dans le bon sens pour le bénéfice de tous. Et ça, on ne peut que s'en réjouir et voir de près, parce qu'il faut toujours surveiller, même de loin, mais il faut surveiller. Les magistrats peuvent se tromper, même de bonne foi, ils peuvent se dévoyer, même de bonne foi. Il faut absolument surveiller, il faut veiller à ce que les choses aillent dans le bon sens. Alors, autre fait marquant de l'actualité aujourd'hui, cette fois-ci sur le plan politique, chez l'FDI, c'est la tenue de la conférence nationale proposée par Abdelkader Ben Salah dans une salle presque vide, comme les images de plusieurs télévisions l'ont montré, en absence des principales formations politiques, même celles qui ne sont pas de l'opposition. La lecture que vous faites, chef Télis? Je pense qu'il fallait s'y attendre. C'était pas une surprise? Non, c'était pas une surprise, d'autant plus que même les partis qui ont défendu avec zèle le 5e mandat et qui n'attendaient que le bon moment pour ressurgir ont participé de façon très timide. Certains ont décliné carrément l'invitation à l'instar du TEJ et du MPR.
La démarche qui a été suivie, c'est-à-dire c'est une offre politique qui renseigne en fait une certaine volonté de ne pas aller vers une véritable transition. Est-ce que les organisateurs de cette conférence ne savaient pas que ça allait tourner Non, ils le savaient forcément. Ils le savaient forcément. C'est-à-dire que pourquoi l'ont-ils fait alors? C'est-à-dire qu'ils se sentent engagés. Ils se sentent engagés. Bon là, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir quelles sont ses intentions, quels sont les plans qu'ils sont en train d'échafauder dans les bureaux fermés et cloîtrés. Peut-être il n'y a pas de plan chez le DSA. Enfin, pour l'instant, c'est-à-dire que je ne saurais vous le dire. Mais ce qu'on peut déceler, c'est qu'à un moment donné, c'est que certains veulent rester quelque part cloîtrés et enfermés dans l'article 102. Être enfermé dans l'article 102, c'est-à-dire que ce n'est pas l'option constitutionnelle, mais le constitutionnalisme pur et dur. Alors que la crise, elle est par essence politique. Il y a une crise de légitimité, une crise de confiance. Le fait que la conférence ait lieu devant un hémicycle quasi vide dénote en elle-même une crise de confiance. C'est-à-dire que même les gens qui ont défendu ce pouvoir, qui ont défendu mordicus ce cinquième mandat, ont refusé d'y prendre part. Donc on est dans une situation un petit peu très paradoxale que d'un côté nous avons devant nous un pouvoir, un régime qui est enfermé dans une logique et une population qui demande, c'est-à-dire que l'offre qui a été proposée, elle est désarticulée par rapport aux demandes qui sont très élevées. Et cela a révélé quelque part le fossé qui existe entre le régime et le peuple. Autre élément d'analyse, c'est ce qu'on assiste, c'est que ce mouvement qui a commencé depuis 9 semaines, il y a un contenu, il y a un volume, il y a une temporalité, il y a une accélération. Élément aggravant, c'est qu'entre les deux éléments d'équation, entre le régime et le peuple, les canaux qui servent à transmettre, à agréger, à transmettre ce qu'on appelle les demandes n'existent pas. On parle de Hirak qui est organisé mais qui n'est pas structuré. On a l'impression que le pouvoir veut discuter avec le Hirak, mais il s'y prend très très mal. Il n'arrive pas à déployer la bonne stratégie, il n'arrive pas à voir quelles seraient les bonnes modalités. Et cela dénote en soi, c'est une absence d'une réelle volonté politique d'aller vers, de répondre de façon très positive aux exigences que le peuple avait formulées. On est dans une situation complexe, aussi bien pour ce qui concerne le Hirak que le pouvoir. C'est-à-dire le Hirak il est traversé par plusieurs sensibilités, culturelles, politiques, etc. Et autant aussi, pour ce qui est du pouvoir, ce n'est pas un bloc homogène. Il y a des contradictions au sein même du système de l'État. Il y a des forces qui veulent agir en fonction de toutes des aspirations du Hirak. Et en même temps, il y a des segments très forts, très puissants, qui sont à l'origine justement de cette impasse dans le système, qui ne veut pas lâcher le morceau. C'est pour ça qu'on est, ce que disait un ami, pratiquement on est en train d'assister à une partie de ping-pong. C'est-à-dire le vendredi, les gens marchent et on attend la réaction le mardi. Et pratiquement, on navigue à vue, parce que de part et d'autre, il y a des contradictions. M. Malhi? Aussi bien, y compris, à un moment donné, le chef d'état-major, c'est-à-dire en fonction de la situation, il y a... Mais est-ce qu'il peut faire autrement, justement? Voilà, à un moment donné, l'armée, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, l'armée a été traumatisée par 92. C'est-à-dire, par rapport à ce qui s'est passé en 92, on l'avait acculé dans une étiquette d'armée putschiste. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a aussi les pressions des ONG, donc on ne veut pas quitter ce cadre de la Constitution. Mais en même temps, ça a arrangé aussi certaines forces au sein même du pouvoir. Les mêmes, c'est ceux qui sont à l'origine de cette impasse et de cette faillite pratiquement de l'État et de la société. Voilà à peu près la difficulté. On avance en fonction de ce qui se passe le vendredi. C'est énorme, c'est une révolution. 20 millions dans la rue, c'est énorme. Mais en même temps, il y a des réticences, et ce que disait tout à l'heure Sid, c'est que dans leur logiciel, je parle de ce courant rentier qui est à l'origine de cette impasse, ils n'ont jamais pris en considération leur vis-à-vis, c'est-à-dire le peuple. Tu ne peux pas diriger un peuple sans le peuple. Or, jusqu'ici, on a dirigé le peuple sans le peuple. Donc s'ils avaient le sens de l'anticipation, ils auraient compris que
y compris le 4e mandat, c'était le mandat de trop. Mais est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'armée nationale populaire joue le rôle d'arbitre entre un pouvoir... Elle doit jouer le rôle de facilitateur. Mais est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a des forces, bon, il faut le dire, surtout à un moment donné en France, c'est qu'on veut pousser Mais à pour vous, que joue aujourd'hui l'armée? Quel rôle, c'est-à-dire quelle est votre estimation à vous? Enfin, c'est des hypothèses de travail, hein. C'est l'armée qui doit se défendre. C'est que, moi je pars du principe... Vous avez une analyse tout de suite. C'est par rapport à 92, c'est-à-dire l'armée a été pratiquement... même le président, à un moment donné, la puissance à un moment donné, ce qui faisait la force de Bouteflika, c'est qu'à un moment donné, il agitait un peu le bâton du TPI. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait les militaires se rétractaient parce qu'ils avaient peur. C'est cette peur-là qui avait permis à d'autres d'occuper des positions très fortes au sein de l'État. Parce qu'il y avait cette menace du TPI. Il ne faut pas oublier, quand il y a eu à un moment donné les déclarations de Saïdani, Tigran Tourine, etc., c'était d'acculer les militaires dans leur retranchement. Maintenant, on veut éliminer l'armée comme partenaire. C'est-à-dire, alors qu'en principe, elle doit jouer le rôle de facilitateur. Parce que dans toutes les transitions, il faut qu'il y ait une synergie entre les élites politiques et les élites militaires. Parce qu'on le voit un peu, ce qui s'est passé au Portugal, ce qui s'est passé au Chili, même si on est beaucoup plus proche du scénario égyptien que d'autres scénarios, et on est surtout proche de notre propre expérience. Parce que l'Algérie a connu des transitions. Transition en 88, ça a été la mauvaise transition, ça a été un échec. En 92, c'était notre situation exceptionnelle. Et là aussi, on est en train de vivre une situation exceptionnelle. Il y a le potentiel humain. Il y a des gens qui ont le sens de l'analyse, de la pertinence, de la rigueur académique pour dresser enfin surtout pour ouvrir des voies. Parce que si ça continue comme ça, on va aller droit dans le mur. C'est-à-dire, et ce que je le doute, si vraiment il n'y a pas de solution immédiate qui répondent aux demandes du Hirak, c'est-à-dire on va aller vers l'état d'exception. Hein. Enfin, c'est le scénario, ce qui est mauvais. Hein. Alors, on n'est pas encore là. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi un courant qui veut un peu éliminer l'armée comme un facilitateur. Il veut que l'armée est dans les casernes. Qui est en train de défendre avec ce qui se passe alentour. Quand on analyse bien ce qui se passe autour de nous, c'est tous les éléments géopolitiques par rapport à ce qui se passe en Libye, même si depuis un certain temps Haftar fait marche arrière parce qu'il avait mal anticipé. Il pensait que manipulé aussi, poussé par la France, il faut le dire, aussi par les Américains. Donc encercler l'Algérie, faire en sorte que l'Algérie se retrouve dans une situation de faiblesse. Et quand tu es dans une situation de faiblesse, fatalement tu fais des concessions. Et c'est ça le danger. Alors, je vous poserai la question un peu différemment, Maître Farouk Santani. En tant que personnalité nationale, est-ce que vous avez été convié à la conférence de Ben Salah? Oui, j'ai été convié, mais j'ai cru ne pas devoir y aller, parce que je ne pensais pas avoir grand-chose à dire, ou là entendre, ou là apprendre. Voyez-vous, elle a été boudée par... les partis, elle a été boudée par les principales personnalités nationales. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Et en fait, il ne s'est rien passé. Donc, voyez-vous, il valait mieux s'abstenir, à mon sens. Et nous sommes beaucoup à avoir adopté ce raisonnement, avec tout le respect qu'on doit à l'organisateur de cette conférence, parce que, quoi qu'en soit, c'est un homme respectable, je le considère comme tel. Mais il ne faut pas aller là où on n'a pas grand-chose à dire, on n'a pas grand-chose à faire. Je n'ai pas été. Mais c'est l'échec qu'on a abouti, ça donne c'est rien. C'est l'échec. Alors, malheureusement, c'est l'échec. Alors, si c'est l'échec à l'avenir, à la fois pour l'article 102 et l'avenir de Abdelkader Ben Salah en tant que chef de l'État. Moi, j'ai considéré, je l'ai dit d'ailleurs à l'occasion d'une émission à la radio, j'avais dit qu'il était beaucoup plus facile, il aurait été beaucoup plus facile pour lui de démissionner lorsqu'il était président du Sénat que maintenant qu'il est chef de l'État. C'est plus difficile pour lui de démissionner maintenant que cela n'était auparavant. Mais enfin, honnêtement, je ne lui prévois pas un avenir de longue durée. Je ne pense pas.
Il faut aller vite. De longue durée, il est quand même intérimaire, il faut le rappeler. Exactement, oui. Il faut aller à la transition pour aller au plus vite aux élections. Je pense que c'est ce à quoi s'attache la majorité de la population de ce pays. Allez-y, monsieur. Il faut qu'on fasse vite parce qu'on le voit aujourd'hui sur le terrain, les ministres représentants officiels de l'État sont rejetés par la population. Donc c'est clair qu'il y a quelque part une impasse, donc il y a un échec. Donc il faut trouver une solution. Parce que si ça continue comme ça, il va y avoir ce qui s'est passé en Tunisie, ce phénomène de dégagisme. Et alors dégagisme, c'est-à-dire dégage. Donc n'importe quel commis de l'État, n'importe quel PDG, n'importe quel directeur va vivre pratiquement une situation très délicate. Alors qu'il faut éviter justement ce dégagisme. Autant le dégagisme reflète cette aspiration chez les gens pour qu'il y ait un changement radical, autant il y a un risque, et c'est ce qui s'est passé en Tunisie, parce que l'appareil de production, par exemple l'usine de phosphate à Gafsa, elle est tout le temps pratiquement bloquée à cause de cette situation où les gens, pour n'importe quelle raison, dégagent. Et ça bloque l'outil de production, ça bloque les institutions. C'est une arme à double tranchant. Autant c'est un mot d'ordre qui est valable pour qu'il y ait un changement radical, fondamental, autant il y a un risque que ça se propage un peu partout et qu'on aboutisse à une situation de désobéissance civile. Et là, c'est pas bien pour le pays. Il ne faut pas détruire l'État. Voilà. Il ne faut pas détruire l'État. Confondre l'État et pouvoir. Exactement. On veut changer le système, c'est bien, mais il ne faut pas pour autant détruire l'État. Et de toute façon, le dégagisme, il ne faut pas qu'il soit entendu dans un sens collectif. On peut demander à une personne de dégager, mais on ne peut pas demander à toute une administration de dégager. Et ce serait couper la tête à l'État. Et l'État a besoin de fonctionner, l'État a besoin de rester debout pour que ce pays continue à exister. Donc c'est dangereux, c'est dangereux. Il faut toujours se méfier des slogans simplistes, même si au départ ils sont séducteurs. Alors quel avenir, Chérif Driss, donc après, si on peut appeler ça un échec, du moins pour reprendre les propos de Maître Farouk Santani et de M. Belhi, donc quel avenir pour l'initiative de Ben Salah et l'application de l'article 102 de manière globale? Enfin, c'est-à-dire que moi je pense que dès lors qu'on a demandé l'application de l'article 102, on s'est enfermé. C'est comme si c'est le piège qui s'est refermé autour de nous. Et il est vrai maintenant, on ne sait pas quelles sont les intentions de M. Ben Salah, mais la chose qui est certaine, c'est qu'il est décrié, rejeté par la population. Donc on est en face de quelqu'un qui est légalement président de l'État intérimaire, mais d'un point de vue de la légitimité, il ne l'est pas. Donc, doit-il démissionner? Le gouvernement Bedoui doit-il aussi démissionner? Le président du Constitutionnel doit-il aussi démissionner? Tous les 3B ou les 4B doivent-ils démissionner? Tous pour qu'on arrive à un certain vide constitutionnel et qu'on pourrait peut-être envisager une solution sans sortir de la Constitution. Là, on est en train d'échafauder plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses de travail. Et je vous avoue franchement qu'il est très difficile de dire avec certitude que telle option est la meilleure. Il n'y a pas de meilleure option, il n'y a pas d'option idéale, il y a d'option optimale. À mon sens, on peut aller vers une autre formule, vers une période de transition qui ne soit pas trop longue. Parce que 3 mois, les présidentielles, ce n'est pas une période de transition, c'est une période intérimaire. Je pense qu'on s'achemine inévitablement vers une sorte de collégialité, vers un gouvernement de technocrates, quand on dit technocrates, qui ne doit pas être découpé de la réalité, et que ce gouvernement doit faire un travail d'assainissement un petit peu institutionnel, d'assainissement au niveau des lois et même au niveau de l'administration. Parce qu'en l'état actuel des choses organisées, des élections... Vous parlez d'un gouvernement ou d'un conseil présidentiel? C'est-à-dire que je pense que la formule qui serait la plus réaliste à mon sens, c'est qu'il y a plusieurs voies. Il n'y a pas de modèle prêt à porter, c'est-à-dire qu'il est applicable comme ce qu'on appelle une usine clé en main. Les expériences à travers le monde ont démontré qu'il y a plusieurs trajectoires. Même dans 2 pays de la même région avec les mêmes, ce qu'on appelle affinités culturelles, historiques et géopolitiques, les modalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que
certains disent qu'il faudrait aller vers une constituante qui est la plus représentative. Dans une constituante, on en nommera des délégués. Des délégués, une fois le travail terminé, leur constitution élaborée, leur mission sera terminée. Le risque avec une constituante, c'est de traîner en longueur, on en arrive vers ce qu'on appelle des transitions prolongées. Certains disent que le mieux, dans le cas actuel, c'est d'aller vers une collégialité, présidence collégiale, choisir des personnalités nationales, 3 ou 4 personnes connues pour leur intégrité, leur probité. Sans refaire le HCE. Sans refaire le HCE, bien sûr. Non, parce que le problème, ce n'est pas la modalité, ce n'est pas le changement des personnes, c'est l'intention, c'est-à-dire l'objectif recherché, et deuxièmement, les pratiques. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, ou qu'est-ce qui nous donne comme garantie que ce pouvoir collégial ne va pas faire ressortir tous les différents, y compris idéologiques? Non, c'est-à-dire que les différents idéologiques, ils existent seulement, à mon sens, c'est-à-dire que pour l'instant, parce que la question qui se pose, doit-on donner la priorité vers la rédaction d'une nouvelle constitution qui fera une mise à jour, ce qu'on appelle un aggiornamento, ce qu'on appelle de tout le logiciel, et d'aller vers de nouvelles modalités, parce que le plus important, c'est de rétablir l'équilibre entre les pouvoirs. Parce qu'on fait face à un délitement institutionnel depuis ces 20 dernières années. Ou bien, doit-on aller vers un gouvernement de transition avec une présidence collégiale? Ce gouvernement de transition se chargera pendant 1 an, je pense même économiquement parlant, on peut tenir d'ici 1 an, d'assainir le fichier électoral, de revoir certaines pratiques au niveau de l'administration, abroger certaines lois liberticides, permettre à la presse de faire son travail, à la société civile de se restructurer et que l'occupation de l'espace public qui de facto devient de jure, que les gens pour se réunir ne doivent pas aller, ne sont pas dans l'obligation d'aller demander une autorisation pour qu'ils se réunissent, et créer une instance indépendante d'organisation des élections. Et on organise des élections présidentielles, le futur président se chargera lui-même du grand chantier, à savoir de désigner soit un collège d'experts, soit d'organiser une conférence nationale qui aura la mission de rédiger la prochaine constitution. Certains disent qu'il vaut mieux commencer par préparer la constitution et aller vers les présidentielles par la suite. Quel que soit, je termine avec ça, quelles que soient les modalités, le plus important, c'est l'adhésion populaire. Et qui dit adhésion, ce n'est pas parce qu'il faut attendre à ce que 45 millions d'Algériens l'adoptent. Si la majorité des Algériens, c'est-à-dire s'approprient cette modalité, s'inscrivent, par exemple, reconnaissent des élections présidentielles qui sont transparentes, que le président, même élu avec 51%, il est reconnu comme le président élu et légitime de façon démocratique. Donc si on arrive qu'il y ait une adhésion, je pense qu'on pourrait aller envisager par la suite, aller vers la mise en œuvre d'autres modalités telles que par exemple préparer une nouvelle constitution, rédiger de nouvelles lois et aller vers des élections législatives et communales. Je dirais tout simplement, à la fin, c'est quelle que soit la formule proposée, parce qu'il y a des formules qui ont été proposées dans d'autres pays, en Afrique du Sud, au Ghana, Corée du Sud, Philippines, Argentine, Brésil, la formule proposée doit prendre en considération la réalité locale. La réalité locale, les aspirations. Je peux vous interrompre. L'expérience tunisienne nous enseigne que la présidence collégiale à travers la Troïka était une mauvaise formule. Puisque maintenant, dans la durée, ça fait depuis pratiquement 8 ans, ils n'ont pas encore réglé leurs affaires. Certes, ils n'ont pas encore réglé. Donc, mais vraiment, c'est un risque, cette histoire de présidence collégiale. Parce que quand il y a trop de monde, un peu, ça va créer... Même du temps du HCE, à un moment donné, il y avait un problème entre Ali Kafi et Boudiaf. C'était vraiment des affrontements. Bon, maintenant, je le dis parce qu'il faut le dire. Il y a eu vraiment un affrontement entre Ali Kafi et Boudiaf. Comment chacun avait son projet d'État, un peu... C'est un risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule idéale. Comme je l'ai dit, il n'y a pas... L'expérience tunisienne, oui, elle est riche en enseignement. Elle est riche en enseignement. Voilà. C'est vrai qu'on devrait prendre en considération, en tirer les leçons de certaines expériences. Mais ça, faut savoir une chose. En Tunisie, même si on est plus proche de l'expérience égyptienne, dans le cas actuel. Oui, non, enfin, j'ose espérer qu'on ne s'acheminera pas vers l'expérience égyptienne qui reste la plus mauvaise. Pourquoi? Parce que le problème en Égypte, ce n'est pas une polarisation politique, c'est une polarisation sociétale. Je crois que c'est le scénario
à éviter le plus. C'est que là, on est dans un schéma où, par exemple, une constitution, il n'y a pas de constitution idéale. En Tunisie, la constitution, elle est critiquée, mais elle est acceptée. Toute la classe politique, il y a certains qui auraient souhaité que certaines dispositions soient incluses dans la Constitution, quel que soit le courant idéologique, l'appartenance sociologique et politique, mais le fait est que cette Constitution, elle est reconnue. Le peuple tunisien se l'est appropriée. Là, il faut qu'on arrive, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver la bonne formule pour qu'il y ait une adhésion populaire. Quand on trouve, par exemple, une présidence collégiale, on a nommé telle personne et un tel, il y a une acceptation, du moins de la grande majorité, pas tout le peuple. C'est-à-dire satisfaire tout le peuple, c'est-à-dire que c'est de la chimère, on ne peut pas. Mais moins une adhésion. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que les gens rentrent chez eux. Il ne faut pas commettre l'erreur pour parier sur l'essoufflement du mouvement. On dit voilà, on les laisse sortir, il y a le ramadan qui pointe son nez, il y a l'été et tout, les gens finiront par se lasser et rentrer chez eux. Là, je crois que la situation n'est plus la même, mais à espérer, est-ce que le régime serait autre? Toute la question est là. Alors, tout est dans la formule qu'il faut trouver, Maître Farrokh Santani. Comment voyez-vous la sortie de crise? Moi, je pencherais pour un présidium. Un présidium, évidemment, composé de 3 ou 4 personnes qui pourraient conduire les choses. Mais effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Nous avions, et les uns et les autres, espéré voir venir le président Zarouel à occuper le poste qui nous intéresse. Malheureusement, et jusqu'à présent, pour des raisons qui lui sont personnelles et qui sont respectables, il a refusé, mais c'est quelqu'un qui aurait fait autour de lui pratiquement l'unanimité. Et ça nous aurait beaucoup facilité les choses. Bon, peut-être qu'il changera d'avis, espérons-le. Quoi qu'il en soit, moi, à mon avis, c'eût été vraiment l'itinéraire le plus propice pour arriver au but recherché. On verra bien. Quoi qu'il en soit, il faut faire des efforts pour trouver la bonne formule, les bonnes personnes, de façon à faire avancer les choses. Ça, on y est condamné, il n'y a pas de problème. Il faut. Elles existent, les bonnes personnes. Oui, elles existent. Mais on les a marginalisées. Exactement. Rien n'interdit de les récupérer et de les remettre sur selle de façon à ce qu'ils puissent utilement travailler pour ce pays et faire avancer les choses. C'est ce que j'espère. C'est ce que nous espérons tous, d'ailleurs. Maître Farrokh Santani, donc avocat, merci d'avoir participé à notre débat ce soir. Merci à vous également, Mohamed Belhi, journaliste, ex-éditeur aussi, auteur de